Aujourd'hui, le thème de cette conférence, c'est Oser un nouveau souffle pour votre couple sans les fausses résolutions. Ça, c'est tout un programme. Donc du coup, déjà, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment chouette que vous preniez un temps pour vous, pour votre couple, pour apporter du changement. Alors souvent, quand on démarre une nouvelle année, mais en fait, ce qu'on va aussi essayer de comprendre, c'est que c'est quand on démarre une nouvelle phase ou simplement une nouvelle période, par exemple après une dispute de trop. Et là, on arrive avec cette phrase qu'on va se répéter en boucle. Allez, c'est bon, cette fois, je vais prendre de la distance. Cette fois, je vais arrêter de relativiser. Et en fait, on va vraiment être avec cette phrase en tête. Cette fois, je vais faire des efforts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va serrer les dents, on va se promettre de ne pas s'énerver quand l'autre oublie encore, entre guillemets, de vider le lave-vaisselle ou qu'il est encore sur ou elle, hein. Alors pardon, hein, j'utilise le masculin directement, mais c'est il ou elle, ne nous écoute pas. Et pourtant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ça va craquer, l'explosion. Et là, en plus, cerise sur le gâteau, la culpabilité va arriver. Et la culpabilité, c'est je n'ai pas eu assez de volonté. Je ne suis pas capable de tenir. Et je suis sûre, quand on parle de révolution, de résolution, et c'est sûr que vous connaissez qui, et on est bien d'accord, n'a pas essayé d'arrêter de manger du sucre dès le 1er janvier, arrêter de boire, arrêter de fumer, faire du sport, perdre du poids. Vous voyez, toutes les résolutions qu'on entend partout, vraiment à n'importe quel moment de notre vie. Et donc, du coup, vous l'avez vécu, vous avez démarré un truc, allez, c'est bon, bah voilà, culpabilité, cette fois, je suis pas capable de tenir, cette fois, je n'ai pas eu assez de volonté. Alors du coup, pourquoi je vous parle de ce sujet? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très brièvement. Donc moi, je suis Céline Domecq, je suis thérapeute et je me suis spécialisée dans les relations de couple depuis 15 ans. J'accompagne autant les hommes, les femmes et les couples, en couple et ou en individuel, avec pour objectif vivre une relation plus épanouie, plus harmonieuse. Et ce qui m'a amené à accompagner en tant que thérapeute, surtout les relations de couple, bah, vous allez vite le comprendre dans la conférence, ça vient de ma passion, de ma propre expérience personnelle notamment, en plus de ma passion. Donc moi, j'ai déjà eu un premier mariage, j'ai divorcé, j'avais 31 ans, j'ai des parents qui ont divorcé alors que j'avais 3 ans, j'ai vécu différentes relations de couple chaotiques, et là, heureusement, ça va faire 13-14 ans que je suis avec mon conjoint. On a eu 2 enfants ensemble et on gère aussi son fils qui, lui, est issu d'un premier mariage. Donc on est à la fois parents et moi, je suis aussi belle-maman. Au-delà de ça, on a rajouté une petite difficulté dans notre couple, c'est qu'on est un couple multiculturel. Donc on n'a pas les langues maternelles, on n'a pas les mêmes croyances, on va en parler aujourd'hui, on n'a pas la même culture de base, et donc la communication, tout ce qu'on croit, c'est venu vraiment agrémenter mon histoire et mes accompagnements. Et donc, du coup, mon objectif, c'est de vous aider à cheminer aujourd'hui pour vivre une relation de couple euh, plus épanouie, plus sereine. Pour certaines personnes, c'est aussi de laisser partir la relation. Pour d'autres, c'est de sauver le couple. Donc, en fait, en général, on a partir, rester ou le milieu, développer la relation de couple. Et un de mes axes vraiment importants, une de mes croyances, on va en parler, c'est que je suis persuadée qu'en possédant les ressources nécessaires sur le couple, qu'en comprenant la dynamique de couple, mais surtout en comprenant son propre mécanisme interne et comment ça va se répercuter dans la relation de couple, il y aura moins de difficultés, moins de souffrances dans notre vie personnelle. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai une première chose essentielle que je vais vous partager, c'est que
quand vous êtes dans je n'ai pas tenu, c'était pas un manque de courage de votre part, c'est une erreur de stratégie. En fait, vous essayez de régler avec votre tête la volonté, je veux moins me disputer. Vous essayez de régler avec votre tête, entre guillemets, la volonté, ce qui est piloté par vos tripes, vos croyances, votre programme interne. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. On va voir pourquoi la volonté s'épuise. Et puis du coup, on va voir comment démasquer les vrais saboteurs invisibles internes qui dirigent votre attitude et donc votre couple en pilote automatique. Et donc moi, je vais vous apporter un premier éclairage. Je vais amorcer à la fin de tout au long de cette conférence plutôt des prises de conscience. Et bien évidemment, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche, ben, je vous propose la possibilité de vous accompagner. Comment ça s'organise? En quelques mots, je vous donnerai plus d'informations à la fin, mais vous réservez un appel avec Mélanie, qui est ma collaboratrice, qui est coach et qui est là pour vous guider lors d'un échange qui est offert de 30 à 45 minutes. Pour ceux qui sont en rediffusion, pour réserver cet appel, le lien est sous cette vidéo. Pour ceux qui sont là en direct, je vous le mets direct déjà dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir ouvrir l'onglet, cliquer et vous revenez. Vous laissez la fenêtre ouverte. Et en fait, pendant cet échange, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous écouter, elle va comprendre votre situation et elle va vous expliquer concrètement ma méthode. Puis, elle vous orientera vers la formule la plus adaptée à votre besoin. Donc, aujourd'hui, je ne vous explique pas ma méthode. Je veux qu'on rentre dans le vif du sujet et on va commencer par cette fameuse volonté. Alors, avant de plonger dans vos problèmes de couple, vos histoires de couple, l'outil que vous essayez probablement tous les jours, on est bien d'accord, pour régler vos problèmes, c'est la volonté. Si je vous demande ce qu'est vraiment la volonté, qu'est-ce que vous allez me dire? Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être me le partager. Qu'est-ce que vous pensez qu'est la volonté? Des personnes qui vont penser que c'est le courage de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, je veux arrêter de fumer, c'est le courage d'arrêter de fumer. Ça s'appelle la volonté. Il y en a d'autres qui vont dire c'est la capacité à tenir bon. Je ne vais plus me disputer avec mon conjoint ou avec ma femme. D'accord? Et on nous a appris depuis l'école, en plus, on est bien d'accord avec ça, que la volonté, c'est une vertu morale. Et que si on veut, on peut. Allez, sérieusement. Qui n'a pas entendu ça? Que si on veut, on peut. Non, mais si tu voulais vraiment être moins désagréable, tu le pourrais. Mais moi, je vais vous donner une définition plus juste, plus physiologique et qui va tout changer pour vous. La volonté, ce n'est pas une qualité morale. Ce n'est pas une vertu. Alors c'est quoi? C'est une ressource cognitive limitée. Et ça, je suis persuadée que vous ne le saviez pas. Vous allez imaginer la volonté comme une batterie de téléphone. Le matin, vous vous levez. La batterie, elle est à 100%, hein. La jauge, on est au maximum. Regardez votre journée. Et je pense à tous ceux et celles qui ont souvent un quotidien chargé, voire surchargé pour certains. Vous devez lever les enfants et vous essayez de ne pas râler car ils ne se lèvent pas, ou qu'ils traînent, ou qu'ils ne vont pas assez vite selon vous. La batterie qui est à 100% là, allez, on enlève déjà 10%. Vous arrivez au travail, il y a un conflit, il y a un dossier urgent. Ah ouais, vous devez vous y mettre, vous n'avez pas le choix. Hop là, volonté, on descend encore de 15%. Il y a votre collègue qui ne vous parle pas de façon agréable.
Et vous vous empêchez de répondre sèchement. Parce qu'en fait, ça se fait pas, hein. Hop là, on enlève encore 10%. Puis après, bah, ah oui, vous faites les courses, vous pensez au repas, vous pensez à ce week-end, vous organisez le planning, et là, la volonté, on est déjà à moins 20%. À chaque fois que vous devez vous contraindre, faire un choix, prendre sur vous pour ne pas réagir, vous consommez cette batterie de volonté. On arrive, il est 18 heures. Vous rentrez chez vous, votre batterie de volonté, elle est à 5%. Elle clignote rouge. Elle vous dit, oh, la batterie va plus tenir très longtemps. Et en fait, c'est précisément à ce moment-là, quand vous avez plus de ressources physiologiques et cognitives, que vous rentrez dans la relation de couple. A priori, vous croisez votre conjoint, puis en plus, il y a les enfants qui se rajoutent. Et c'est là où vous découvrez que le lave-vaisselle n'est pas vidé alors que monsieur ou madame est à la maison depuis 2 heures, le repas n'est pas préparé, que votre conjoint ou votre conjointe est sur son téléphone au lieu d'aider à faire les devoirs des enfants et donc vous savez que c'est vous qui va vous taper cette partie des devoirs. Et là, vous essayez d'utiliser votre volonté ou vous allez essayer de vous dire non, non, mais c'est bon, sois gentil, fais un effort. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de demander à votre moteur de démarrer avec un réservoir qui est vide. Le téléphone, quand il n'y a plus de batterie, ça s'allume plus, hein. On est bien d'accord, hein. La voiture, quand il n'y a plus d'essence dedans, elle démarre plus, hein. Les batteries électriques, on n'en parle même pas. Elles s'épuisent encore plus vite. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que votre promesse, votre volonté, votre meilleure intention que vous aviez au matin, ouais, ce soir, je m'énerve pas, je passe une soirée super calme et super agréable, bah ça va exploser le soir même. Et c'est pas parce que vous êtes fou que vous êtes. Alors, j'ai un public souvent qui est hypersensible, donc si vous vous reconnaissez en tant qu'hypersensible, c'est pas parce que vous êtes trop, c'est pas parce que vous n'aimez plus votre partenaire, c'est pas parce que vous ne vous aimez plus ensemble. Et surtout, ce n'est pas un manque de courage, c'est juste une panne. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de régler avec votre tête, la volonté consciente, une réaction qui vient de vos tripes. Et ça ne fonctionne plus le soir. Est-ce que ça déjà, ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? Je vais prendre le temps un petit peu de lire. Et est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est bien clair aussi? N'hésitez pas à me le dire dans le chat pour que je puisse vraiment être à votre rythme. On prend quelques instants. Et vous pouvez aussi hein, m'écrire les messages en privé, hein, si jamais. Pour vous, c'est clair. Ok, génial. Donc, vous avez compris l'histoire déjà de cette volonté? La volonté, on parle de volonté, hein, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais continuer. Je vais continuer en plus avec une deuxième métaphore, pour moi, qui est vraiment aussi importante et peut-être même plus forte que la batterie. C'est la marmite. Vous connaissez cette marmite? La marmite, c'est exactement ce qui va se passer en plus dans votre corps quand je parle du physiologique, hein. Vous imaginez une casserole qui est bien remplie d'eau sur un feu vif. L'eau bout, la vapeur pousse à sortir. Votre volonté, c'est quoi? C'est vos mains qui appuient de toutes ses forces sur le couvercle pour le maintenir fermé. Vous sentez la pression qui monte. Vous sentez que si vous relâchez votre attention une seconde, ça déborde. Vous sentez la brûlure de la vapeur qui s'échappe, quand même sur les côtés. Et bien ça, en fait, c'est votre quotidien émotionnel. Vous passez votre journée, de manière consciente ou inconsciente, à appuyer sur le couvercle. Au travail, avec les enfants, avec vos amis,
avec vos proches, avec votre famille, avec votre partenaire. Et en fait, vous vous épuisez. Et vous vous épuisez pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de l'énergie colossale que vous dépensez à contenir cette pression. C'est épuisant de faire ça. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, il arrive un moment où la pression de la vapeur est plus forte que la force de votre main. Le couvercle saute, c'est l'explosion. Et souvent, cette explosion, en plus, va arriver pour une broutille. Une chaussette qui traîne, un retard de 5 minutes, un ton de voix. Et en fait, là, vous vous dites peut-être, ou votre conjoint, votre partenaire, comme ça, il n'y a pas de masculin féminin, mais votre partenaire va vous dire, mais enfin, t'es fou, t'es folle ou quoi? C'est juste une chaussette, c'est juste 5 minutes. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Si on regarde de l'extérieur, on est bien d'accord, la réaction est disproportionnée, hein, par rapport à l'événement. Mais si on regarde à l'intérieur, votre réaction est parfaitement logique. L'explosion n'est pas causée par la chaussette, la goutte d'eau, elle est causée par la pression accumulée, la marmite qui déborde. Et je veux vraiment que vous entendiez ceci aujourd'hui. S'il y a un truc que vous pourriez retenir en écoutant cette conférence, c'est que l'intensité de votre réaction n'est pas le signe que vous êtes instable, que vous êtes borderline, que vous êtes bipolaire, que vous êtes hypersensible plus. C'est surtout le signe que votre système de régulation interne est saturé. Et vous savez quoi? Ça s'apprend. Petite parenthèse. À se réguler, à s'apaiser. Mais le pire dans tout ça, le drame, c'est que la plupart des conseils qu'on va vous donner, ou des bonnes résolutions que vous allez prendre, vont se concentrer uniquement sur le couvercle. Je vais apprendre à mieux respirer pour mieux tenir. Ouais, super. J'apprends à bien tenir ma main pour appuyer plus fort. Alors, ça peut aider hein, d'apprendre à respirer. Hein. Attention, je suis une grande fan de la respiration. Mais ça doit aider pour éteindre le feu, pas pour aider à tenir le couvercle. Je vais faire la communication non violente pour dire les choses calmement. Alors ça, c'est la soupape sur le couvercle. ça apaise un tout petit peu. Ou alors, je vais prendre sur moi. Alors là, c'est vous qui vous asseyez sur le couvercle. Vous imaginez un peu la situation? En fait, toutes ces stratégies sont des stratégies d'épuisement. Tôt ou tard, la vapeur va toujours gagner. Parce qu'en fait, le feu, il continue toujours à être à fond. Donc si dans votre couple, vous voulez une relation apaisée, qui soit durable, qui ne soit pas sur de bonnes résolutions, arrêtez de regarder le couvercle. Hein. Vous devez regarder en bas, vous devez regarder le feu. Mais pourquoi il y a autant de feu en fait sous cette marmite? Pourquoi cette simple paire de chaussettes déclenche chez moi une ébullition interne d'une telle violence? Ce qui chauffe, ce qui crée la vapeur, c'est pas la réalité. Ce n'est pas le comportement de l'autre. Ce qui chauffe, c'est l'interprétation que vous en faites. C'est ce que l'événement vient toucher dans votre histoire, dans votre peur, dans votre identité. Quand je dis votre, je parle pas j'utilise pas le mot vous. J'ai tendance à vous voyez mon public. Donc, quand je dis votre peur, c'est pas aux peurs des deux personnes dans le couple. Je dis c'est ta peur, c'est ton identité, c'est ton histoire. Ok? J'ai juste tendance à vous voyez. Donc juste ça, c'est pour moi, c'est une précision qui est hyper importante. L'interprétation que vous en faites, qu'est-ce que cet événement vient toucher dans ton histoire, dans ta peur, dans ton identité. Et donc, si vous devez utiliser une quantité
astronomique de volonté pour ne pas hurler face à ce désordre, c'est que pour votre inconscient, ce n'est pas du désordre, c'est une agression, c'est un manque de respect. C'est un message qui dit, mais en fait, tu ne comptes pas. Et c'est là que nous devons aller travailler, non pas sur comment supporter le désordre, mais qu'est-ce que ce désordre raconte sur moi? On passe de la gestion de la crise à la compréhension de soi. Et c'est là où je dis qu'on passe du faire, l'effort, à l'être, la conscience. Donc, la volonté, c'est une ressource limitée. Si vous devez utiliser votre volonté pour ne pas hurler face à votre paire de chaussettes qui traîne, le problème n'est pas la chaussette. Alors, pourquoi est-ce que je vous affirme aujourd'hui que tous les systèmes basés sur la volonté ne suffisent pas? Pourquoi est-ce que je vous dis que prendre de bonnes résolutions ou après une dispute, c'est voué à l'échec? C'est parce que il y a trois raisons scientifiques et mécaniques à cela. On va les comparer encore. J'aime beaucoup les métaphores pour ceux qui ont l'habitude avec moi. La première raison, la volonté est un sprinter, votre couple, c'est un marathon. Un marathonien, par contre. Si je mets sprinter, c'est marathonien. La première raison, c'est biologique. Nous l'avons vu, la volonté, c'est une ressource qui s'épuise. Elle est très utile pour des actions courtes et intenses. Le sprinter, se lever le matin quand le réveil sonne. Ah, heureusement que j'ai de la volonté pour me lever le matin et pour dès que le réveil sonne. Bon, ma tablette de chocolat qui est dans mon tiroir, heureusement que j'ai un peu de volonté pour pas la manger là devant vous lors de cette conférence. Je vais attendre. Ma volonté va me servir à attendre encore une heure, quoi. Bah ça, c'est un sprint. Mais vivre en couple, être en relation avec ses enfants, gérer une maison, c'est un marathon. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucun être humain n'est physiologiquement capable de maintenir une contraction musculaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De la même manière, aucun cerveau ne peut maintenir un effort de volonté permanent sans craquer. Donc, si vous essayez de baser la paix dans votre couple sur votre capacité à tenir bon, c'est essayer de courir un marathon en apnée, hein. Vous faites 30 secondes pour les meilleures 7 minutes. À un moment donné, en fait, vous allez devoir respirer. Et c'est là que les reproches sortent pour une broutille. La deuxième raison, elle est aussi psychologique. Quand vous utilisez la volonté pour ne pas dire ce que vous pensez, pour ne pas ressentir la colère, vous ne faites pas disparaître l'émotion, hein. Vous la repoussez. Et en psychologie, on sait que tout ce qui est réprimé revient avec plus de force. C'est l'effet boomerang. Le lundi, ouais, super, on s'est pas disputé pour tout le bordel qu'il a laissé. Vous prenez sur vous, volonté. Le mardi, vous prenez sur vous, volonté. Mercredi, vous explosez pour un verre d'eau qui est renversé par terre, hein, et qu'il n'a pas bien nettoyé, hein. Pourquoi? Parce que la volonté n'a pas traité le problème, elle a juste stocké. Et ce stockage crée une rancœur invisible qui abîme le lien dans le couple, même quand vous ne dites rien. Votre partenaire sent la tension. Le silence, ça devient du brouhaha, en fait, inconscient. Et enfin, on termine sur cette volonté. Le point le plus crucial, c'est que la volonté s'attaque uniquement, comme je le disais, aux symptômes. Si vous avez de la fièvre, vous allez prendre un cachet pour faire baisser la température. C'est le symptôme, c'est la volonté. Super, je gère le symptôme. Mais si vous avez une infection, la fièvre reviendra dès que l'effet du cachet sera dissipé. Ben, dans votre couple, c'est pareil. Le symptôme, c'est votre agacement quand il ne range pas.
quand il prévient pas, quand il reste sur son téléphone, la cause, c'est votre croyance. Si je range seule, je suis soumise, je ne suis pas respectée. Et les croyances, par rapport à cet événement, vous êtes plus d'une vingtaine, une trentaine, on aura peut-être 30 croyances différentes, hein, face à une même situation. Moi, je vous donne deux exemples. Et donc, la volonté peut vous aider à ne pas crier sur le moment. J'apprends à respirer sur le moment pour m'apaiser, des outils, un peu de relaxation, nanana, ça marche. Mais elle ne va pas guérir la blessure d'irrespect que vous ressentez, la cause. C'est pour ça qu'en fait, ça ne suffit pas de travailler sur la volonté. Vous mettez un pansement sur une fracture, hein. Donc du coup, si la volonté, c'est un outil qui est limité et mal adapté, quel outil on va utiliser pour traiter la cause? Et bien pour ça, on va arrêter de regarder le comportement de l'autre. Ouah, challenge numéro un pour 2026. Et oser regarder ce qui pilote mes réactions, vos réactions. Il faut aller travailler, débusquer, identifier les programmes invisibles qui tournent en tâche de fond en fait et qui décident à votre place ce feu. Et ça, moi je les appelle aussi les saboteurs. Est-ce que toute cette première partie sur la volonté, le mécanisme de la volonté, c'est clair? Je vais vous laisser une, 2 minutes pour intégrer tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, posez-les-moi parce que même si je n'y réponds pas encore tout de suite, de toute façon, j'y répondrai à la fin. Donc ça, c'est un peu un temps qui est pour vous. Vous pouvez l'écrire dans votre chat, les questions. Voilà, par simplicité, tous les micros sont coupés, donc vous pouvez écrire dans le chat. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce qu'il y a des exemples que j'ai pris qui sont hyper flagrants? Je prends le temps comme ça vous laisse le temps aussi de boire un petit coup. Qui a une marmite qui est en train de déborder dès le 8 janvier après les bonnes résolutions? Et comme on a un petit décalage, bien évidemment, je vous laisse le temps d'écrire un petit peu. Et au passage, belle et heureuse année à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette conférence. Vraiment chouette, je reconnais des personnes que je connais, donc c'est vraiment super. Pour l'instant, il n'y a pas de résolution parce que j'ai collecté assez de dégâts causés par la volonté. Ok, super. Est-ce que, du coup, alors là, je te tutoie, c'est un tout petit peu plus simple. Est-ce que, du coup, quand tu as compris là les dégâts causés par la volonté, est-ce que tu as réussi à, à comprendre tous les actes de volonté? C'est un peu ça ma question. C'est-à-dire que pour aussi comprendre le feu, donc ce qu'on va aller voir, les croyances et tout, il faut aussi vraiment identifier la volonté dans quel moment je l'applique, je ne l'applique pas, pourquoi. Donc observez aussi dans quel moment dans votre vie vous êtes dans cet espace de volonté. Ah oui. Et moi, donc, ça me parle, j'ai pris l'habitude de ne pas oser dire les choses qui me gênent. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, bien évidemment, très souvent. Ouais. Ok. Alors, on va continuer sur la deuxième partie maintenant. C'est ok pour vous? On va identifier les fameux saboteurs invisibles. Ok?
La volonté, c'est donc une batterie qui se vide, hein. Pour tous ceux qui nous ont rejoints en milieu, euh, vous allez recevoir la rediffusion. Écoutez la première partie pour vraiment bien comprendre le mécanisme de la volonté. Vous recevrez le lien automatiquement demain et prenez le temps de bien écouter ça. Donc, votre volonté, c'est une batterie qui va se vider. Mais du coup, quand la batterie est vide, qui conduit la voiture? En plus, c'est vrai, c'est vrai que il y a peut-être 5 ans, j'aurais jamais utilisé le mot batterie pour une voiture, mais maintenant, il y a vraiment les voitures électriques. Donc, la batterie est vide, qui conduit la voiture? Qui va décider quand il n'y a plus de volonté, hein, il y a trop de dégâts? Qui va décider de votre ton de voix, de votre agacement, ou alors de votre repli sur vous quand vous êtes épuisé? Ben là, ça va être le mode pilote automatique. En neurosciences, ça c'est extraordinaire, le cerveau. On sait que le cerveau, il cherche avant tout à économiser de l'énergie. Et il déteste l'imprévu. S'il y en a qui se demandent pourquoi ils n'aiment pas l'imprévu, le cerveau, il déteste. Et donc pour survivre, il va créer des patterns, des schémas répétitifs. Face à une situation connue, un conflit, un silence, une critique, il ne réfléchit pas, hein. À nouveau, il lance le programme qu'il a encodé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Allez, je m'arrête à 50 ans pour nous toutes. D'accord? On a toutes 57 ans, d'accord? Mais en fait, quand ce programme est là, il réfléchit pas, hein, le cerveau. Et ce programme, ou ces programmes, parce qu'en plus il y en a plusieurs, ça va être vos saboteurs invisibles. Donc, on va continuer à déculpabiliser un petit peu. Ces programmes, ces saboteurs, ils sont pas là pour vous nuire. S'il vous plaît, arrêtez de vous flageller, hein. Ils ont été créés pour vous protéger à un moment donné T dans votre vie, pour vous adapter à une situation X, Y, Z. Je vais prendre un autre exemple. Peut-être même pour vous faire aimer par papa, maman, X, Y, Z quand vous étiez enfant. Le problème, c'est que vous utilisez aujourd'hui, dans votre couple d'adultes, une mise à jour du logiciel qui date de vos 7 ans. Et imaginez combien d'années vous avez utilisé ce logiciel en mode automatique. Et donc, votre job, notre job, mon job, le job de tout le monde sur Terre, hein, on est d'accord? Vous ne faites pas exception et votre partenaire ne fait pas exception non plus. C'est de mettre de la conscience et d'identifier ensemble les 3 principaux programmes. Il y en a d'autres, hein, d'accord? Des saboteurs invisibles. Moi, je vais déjà vous en donner 3 parce que c'est déjà pas mal comme prise de conscience qui vont saboter la relation. Et donc, je le répète, ça je le dirai encore en fin de conférence, si vous n'arrivez pas à mettre de la conscience, si vous n'arrivez pas à identifier, je peux vous accompagner. Donc, comment ça se passe en accompagnement? Vous réservez un appel avec Mélanie, qui est coach, qui est ma collaboratrice. C'est un appel qui est offert, qui dure 30 à 45 minutes. Elle vous explique ma méthode et elle trouve la formule qui est la bonne pour vous, en fonction de votre situation. Parce que comme moi j'adore créer, j'ai créé plein de choses pour vous accompagner de la meilleure des façons. Et donc, je vais vous remettre l'agenda, vous l'avez, mais je vais vous le remettre. Vous prenez rendez-vous, elle a ouvert des créneaux, et puis vous en parlez avec elle. Et ça, attention, les créneaux sont quand même limités, hein. Donc, ne traînez pas trop si vous voulez bosser là-dessus. Maintenant, je vais quand même vous donner un minimum d'informations. On commence sur le premier saboteur. Le premier saboteur, c'est le système de croyance, le juge interne. Alors, les croyances, on entend parler un peu partout, surtout quand on s'intéresse au développement personnel, à la psychologie. On parle de croyances limitantes, on parle de plein de choses. Bon, dans tous les cas, hein, ça s'appelle des croyances.
Et attention, là, je ne parle pas de croyances religieuses, hein, de foi religieuse. Une croyance en psychologie, c'est une conclusion neuro-émotionnelle que votre cerveau a tirée suite à un événement passé. C'est une règle de survie encodée dans vos neurones. Donc, par exemple, finis ton assiette parce qu'il y a tellement de gens qui meurent de faim sur Terre. Maman très gentille qui va dire ça à un enfant. Ben, en fait, on a installé une croyance à l'enfant. Ah, t'as plus faim, t'as mal au ventre. Ah, écoute pas ton corps, parce que de toute façon, il y en a qui meurent de faim. Donc finis bien ton assiette, quoi qu'il t'en coûte. Ben, ça, c'est une croyance. C'est pas une croyance limitante, c'est une croyance qui est installée. Ok? Je prends des exemples très simples, mais c'est des croyances. Sur le couple, j'ai envie d'en prendre une. Sur le couple, je ne l'ai pas préparé, mais par exemple, bon, allez, je vais prendre un cas extrême, hein, vous m'excusez, hein. Les hommes sont tous des salauds, sont tous des menteurs, et ils trompent leurs femmes. On pourrait faire la même chose. Les femmes sont tous des... Hein, hein. Elles ne sont avec les hommes que pour l'argent. Ok? Je vous ai pris deux croyances différentes. Si aujourd'hui je pense ça, c'est parce que à un moment donné, ça a été dit, vécu, peut-être par une maman qui a été trompée, ou les grands-parents, ou les trucs. Et en fait, les messages, c'est comme ça qu'ils ont été passés. Ou alors, quand il y a des problèmes d'argent ou qu'il y a eu des manques, il y a des croyances qui se sont installées. Une autre croyance qu'on va avoir, il y a beaucoup de personnes qui ont ça, hein, c'est que tous les riches sont des cons, hein, ou tous ceux qui roulent en Mercedes. Bref, vous voyez toutes les croyances qu'on peut avoir. C'est pas des réalités. C'est juste moi, j'ai, suite à un événement passé dans mon histoire, j'ai encodé ça dans mes neurones, cette croyance. Donc, concrètement, comment ça se forme? De ce qui est dit en psychologie, et bien évidemment, on n'est pas encore à l'abri de découvrir beaucoup, beaucoup de choses, c'est qu'avant l'âge de 7 ans, le cerveau d'un enfant est dans un état d'absorption totale. Il n'a pas la capacité de prendre du recul. Ça, c'est quand même ce qui s'avère être une vérité. Et en plus, l'enfant, bah lui, il est égocentrique. Et par nature, il pense que tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Donc vous avez 5 ans. Imaginez la scène, hein. Ou en tout cas, on va imaginer la petite fille qui a 5 ans, ou le petit garçon. Vous parlez à table, vous êtes toute joyeuse, et votre père arrive, il est fatigué de sa journée, il vous dit sèchement, mais ça va, tais-toi, tu nous fatigues. Mais en fait, à cet instant, l'enfant n'a pas la maturité pour dire, papa, il est juste stressé par son travail. Non, le cerveau de l'enfant, pour donner du sens à cette violence soudaine, lui doit trouver une cause logique. Et la seule cause qu'il va trouver, c'est lui-même. C'est pas papa, maman, hein, c'est moi. Et donc, du coup, il va tirer une conclusion radicale définitive égale croyance. Si papa me rejette quand je parle, c'est que ce que je dis n'a pas de valeur. Par exemple, d'accord, pareil, je peux pas lister les croyances, hein, j'ai des documents de croyances, mais enfin, j'en ai plein. Pour être aimée et en sécurité, je dois me faire toute petite. Ou la croyance, en fait, c'est tout simplement, en fait, je dérange quoi dans cette pièce ou dans cette maison. Ça, moi, c'est un truc que je connais, que j'ai beaucoup malheureusement intégré, hein, c'est que je dérangeais. Putain, j'ai dû la travailler, hein, cette croyance, avant de vous faire des conférences, hein, parce que moi, j'ai l'impression de déranger tout le monde. À l'inverse, on va chercher une autre croyance. Vous ramenez une bonne note, c'est le seul moment où on vous sourit. Conclusion du cerveau, je suis digne d'amour que si je suis performante. Bah, une fois en fait cette conclusion tirée, elle ne va pas disparaître. Elle descend dans l'inconscient. Pour peu qu'elle soit répétée, bam bam bam, enregistrement puissance 10, ça devient votre système d'exploitation par défaut, hein.
J'allume l'ordinateur, bonne note, je suis aimée. Et si vous portez, donc ça c'est vraiment important. Et donc, en fait, c'est comme si à 5 ans, là, vous avez mis des lunettes, mais vous savez, les lunettes qu'on peut pas enlever, hein. C'est même plus les lentilles, hein. Vous allez porter des lunettes tout le temps, dans toutes vos actions. Je ne suis pas importante, croyance. Et vous allez voir le monde à travers ce filtre. On finit toujours par m'abandonner. On finit toujours par me tromper. Et en fait, vous allez scanner, vous allez voir chaque situation pour détecter ce sentiment, cet abandon. Et c'est là en fait que c'est assez fascinant, même si ça peut faire peur, c'est qu'une fois que la croyance est installée, le cerveau va passer le reste de sa vie à chercher des preuves qu'il a raison. En psychologie, ça s'appelle le biais de confirmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, hein, messieurs, mesdames, le cerveau déteste avoir tort. En fait, le cerveau, il veut avoir raison, hein, même si ça vous rend malheureuse, malheureux. Et regardez comment ça se passe hein, dans votre couple. Hein. Vous rentrez, votre conjoint est sur, sur son téléphone, il lève pas la tête. Attention, hein, je fais pas homme-femme. Hein. Ça peut se passer, monsieur, vous rentrez et votre femme, elle est avec ses copines au téléphone, hein, ou je sais pas quoi. Bref, la réalité neutre, c'est il ou elle est sur son téléphone, il regarde son écran. Ça, c'est la réalité qui est neutre. Pas de croyance, pas de jugement, d'ailleurs. Je reviendrai sur la question. Mais si je porte les lunettes à cet instant-là, je ne suis pas importante, mon cerveau va immédiatement bloquer toutes les autres explications. Il est fatigué, il finit un mail, il y a un appel qui est urgent, il est absorbé par son travail. Mon cerveau, il va sélectionner la seule interprétation qui valide la croyance. Tu vois, il ne te regarde pas. Tu vois, il s'en fiche de toi. Tu ne comptes pas. Et le sous-sous-sous, exactement comme ton père à table il y a 30 ans. Ça, c'est quand on va réussir à identifier l'origine. Et là, vous ne réagissez pas à votre mari, vous réagissez à votre enfant blessé de 5 ans. Vous l'agressez, vous faites un reproche. Lui agressé, soit il se ferme, soit il s'en va, soit il vous bouffe encore plus dessus. Hein. On est d'accord. On a 3 modes en général. Hein. Et votre cerveau triomphe, il va dire, ah, tu vois, il part, j'avais raison. Tu vois, il me part mal. Il peut pas m'aimer, je ne compte pas. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices en psychologie. Le biais de confirmation. C'est votre croyance qui a créé la dispute, pas la réalité. Il regarde juste son téléphone. Je vous donne un autre exemple concret. On va prendre l'exemple d'une femme qui a la croyance inconsciente. Mon avis ne compte pas. Qu'est-ce qui va se passer dans son couple? Le jour où le conjoint va oublier de la consulter pour un achat, on va changer la télévision, donc on ne parle pas d'un achat vital ou quoi que ce soit, hein, mais tiens, la télévision, j'en veux une meilleure. Son cerveau, à cette femme, va ignorer toutes les fois où il l'a écoutée. C'est-à-dire que ça se trouve, quand ils ont parlé de la télé, il y a un jour, elle lui a dit, ah, va peut-être dans ce magasin si tu penses à chercher l'électronique, parce qu'il est moins cher ou il est mieux. Mais en fait, comme il n'a pas consulté pour à ce moment-là le choix de la télévision, nanana, bam, il va zoomer que sur l'oubli unique, il va activer l'alerte rouge. Tu vois, je te l'avais dit, tu ne comptes pas. C'est vraiment la petite voix qui est là. Et la dispute qui va éclater alors, c'est pas à propos de l'achat, c'est à propos de la douleur de cette croyance qui se réactive. À nouveau, vous ne réagissez pas à la réalité présente, vous réagissez à une blessure du passé. Et tant que vous ne mettez pas à jour votre programme de croyance,
vous revivrez la même scène avec des partenaires différents encore et encore, avec vos enfants, avec vos parents, enfin bref, avec toutes les relations au travail et tout, et tout. Est-ce que c'est clair ça au niveau des croyances? J'ai une très belle question. C'est quoi la différence entre une croyance et un jugement? Une croyance, c'est de nouveau vraiment euh, ce que, euh, ce que j'ai installé. Alors, il peut y avoir des croyances qui sont des jugements. Par exemple, le jugement, en fait, c'est dès qu'on met un avis bon, mauvais. Voilà, c'est comme ça que je vais le tourner. Donc, par exemple, ah, cette femme, elle est magnifique, donc bonne, c'est un jugement. Ah, cette femme, elle est pas belle, c'est un jugement. C'est pas la croyance, c'est pas le schéma interne. Alors, dans le langage courant, on va utiliser peut-être le mot croyance, mais là, on est juste sur un niveau un tout petit peu différent. D'accord? Donc là, c'est plus vraiment, la croyance, c'est vraiment ce que je crois qu'on va penser de moi, ce que je vois. Bref, il y a plein de croyances qui vont s'installer. Ça, moi, je travaille énormément dans les difficultés de couple pour juste relativiser entre la vérité, les croyances, et puis du coup, on travaille sur ça. Bah, je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites. Ouais, de tout cœur. Vraiment, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui se reconnaissent un tant soit peu. Et c'est bien pour ça que je vous accompagne, pour que vous puissiez sortir de ces schémas. Donc ça, c'est le premier saboteur, les croyances. On est bon avec ça. Un petit coup. Le deuxième, il est un petit peu plus profond et on le voit plus difficilement. Je suis désolée de vous le dire, vous allez le voir plus difficilement. Parce qu'il est un peu plus archaïque, ça s'appelle la loyauté. Pour comprendre sa puissance, il faut revenir à de la biologie, d'un point de vue de l'évolution. Pour un mammifère, être exclu de son clan égale mort. Un enfant humain ne peut pas survivre seul. Donc le cerveau, qu'on appelle reptilien, enregistre une équation vitale dès la naissance. Ressembler égale appartenir égale survivre. L'enfant doit se conformer aux règles explicites et surtout implicites du clan familial, de l'environnement dans lequel il vit pour être accepté. Donc si dans votre tribu, votre famille, la norme est, on va reprendre avec les hommes sont dangereux, ou alors pour les hommes, de toute façon, l'amour finit toujours mal, pour d'autres, hommes ou femmes, la norme c'est je me sacrifie pour les autres, alors votre cerveau des bébés va enregistrer que ça. Ça va être la définition par principe de la vie de l'amour, hein. C'est ce qu'on appelle les loyautés familiales invisibles. Et même adulte, même si vous êtes une femme indépendante, manager, cadre dirigeante, il y aura une partie de votre cerveau primitif, archaïque, qui va être terrifiée à l'idée de trahir le modèle parental en étant différent d'eux. Et ce mécanisme en plus est hyper compliqué parce qu'il repose sur l'amour. C'est un amour qui est aveugle. Inconsciemment, l'enfant en vous se dit, mais je vous aime tellement, papa, maman, que je vais vivre la même chose que vous pour ne pas vous laisser seul dans votre malheur. Moi, ça, c'est quelque chose où j'en parle énormément de par ma propre expérience. Ah, mais moi, il fallait que je sauve maman, mais il fallait pas non plus que je sois trop heureuse, hein. Donc, ça a été vraiment un espace. Et il y a beaucoup de femmes et d'hommes où on travaille cet aspect-là. C'est l'exemple du plafond de verre du bonheur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et ça, c'est le phénomène que je rencontre trop souvent. Je vais appeler même trop souvent. Ça, c'est du jugement, trop souvent. C'est le plafond de verre amoureux. Imaginez, vous avez grandi avec une mère qui s'est sacrifiée, qui était triste, effacée, malheureuse en couple. Et aujourd'hui, vous avez tout pour être heureuse. Un partenaire aimant, une belle situation, tout va bien. Et bien, observez ce qui se passe quand tout
va trop bien. Au moment où vous devriez, pas vous devriez savourer ce bonheur, bam, une angoisse monte, une petite voix inconsciente s'active, parce qu'en plus, si elle était consciente, bah, c'est là où on peut arrêter le processus. Mais qui suis-je pour être plus heureuse que tout le monde? Comment je fais pour aller voir papa, maman, excusez-moi mon vocabulaire, qui se chient dessus depuis que je suis bébé, qui ne peuvent pas se supporter? Comment je peux faire pour arriver avec mon mari, mes enfants, et ça se passe bien, et leur foutre tout mon bonheur à la tête? Et c'est super chaud, hein? Essayez d'être heureux quand il y a des drames dans la vie et dans la société. Essayez de vous pointer en vous disant, ben en fait, moi, ça va bien. Moi, je l'ai vu. Je vous le repartage, mais la fin d'année a été très compliquée. J'ai encore un tout petit peu d'émotion puisque moi, j'ai perdu ma maman, donc il y a même pas 2 mois. Et en fait, mais je voyais bien les gens qui osaient pas me dire que eux, ça allait bien, quoi. Et moi, tu sais, j'étais là en train de dire, non, mais t'as vraiment dire que tu vas bien, hein. C'est pas parce que moi, je suis dans mon processus de deuil, de nanana, de gestion, enfin, et tout le bordel. Mais non, mais vas-y, dis-moi que ça va bien. Mes enfants, il y a des moments, je voyais, puisque comme ils commencent à être grands, on voit bien qu'ils réfléchissent. Il y a des fois, on peut rigoler, mais je dis, mais ouais, mais allez-y, quoi. Même si je suis en train de chialer devant vous, je veux que vous soyez plus heureux que moi et 100 fois plus heureux que moi. Et là, c'était juste génial de voir ça. Mais c'est aussi inquiétant de voir comment ça s'imprime, hein. Je vois maman malheureuse, bah, je dois me mettre à son niveau. Et ça, c'est pas de l'empathie, hein. Ça, c'est pas de l'empathie du tout, hein. C'est pas de la compassion, hein. C'est un manque d'autorisation. Donc, je reviens à cette histoire de maman. Si je suis rayonnante et épanouie, alors que elle a été éteinte toute sa vie, bah, je l'abandonne, hein, je deviens une étrangère. Et donc, c'est vertigineux. Réussir votre couple devient un acte de trahison envers votre mère. Alors, je vous explique pas, ma mère qui a foiré tous ses couples, je peux vous assurer que cette partie, je l'ai bossée, quoi. C'est vraiment important. Mais du coup, il faut travailler ça. Et alors, je suis de tout cœur avec ceux qui ont perdu leurs parents aussi, qui ne sont pas vivants. C'est pas parce que vos parents ne sont plus là que vous ne devez pas travailler vos loyautés familiales. Ça reste comme des programmes internes. Il y a des processus pour se libérer de ça. Parce que même quand les parents ne sont plus là, mais même de tout jeune, il y a la pression, la famille, il y a d'autres entités qui se jouent. Et donc, vous pouvez rester dans un acte de trahison en étant plus heureux que vos parents, vos grands-parents et patati et tous les malheurs de votre famille. Donc, travaillez-le bien si vous observez qu'il y a ça et si vous les identifiez. Si vous les identifiez pas, je vous accompagne. Donc, pour calmer cette angoisse de trahison, votre saboteur loyauté va rentrer en action. Le samedi soir, alors que tout va bien, vous allez déclencher une dispute pour une broutille. Ou alors vous allez vous fermer. Ou alors vous allez vous focaliser sur le défaut de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut faire redescendre votre niveau de bonheur. Il faut revenir à un niveau de tension ou de tristesse qui est familier à votre système familial. On n'aime pas hein, les moutons noirs, hein. C'est hyper compliqué d'être un mouton noir de la famille. Et du coup, en sabotant votre soirée, vous redescendez à une zone de souffrance qui est connue. Et inconsciemment, votre cerveau se dit, ah, c'est bon, je suis comme tout le monde. Alors, je parle de la famille, ça peut être aussi la culture du village, des trucs comme ça, hein. Ça peut être plus grand que la loyauté familiale, hein. Quand il y a des clans, quand il y a des systèmes où on vit en vase un peu clos aussi comme ça. D'accord? Et en fait, ça s'appelle pas du masochisme, hein. C'est juste une tentative désespérée et maladroite de votre cerveau pour rester connecté au clan. Vous sacrifiez votre épanouissement sur l'autel de l'appartenance. Et le drame, c'est que tant que vous portez de ce sac à dos qui n'est pas le vôtre, vous ne pouvez pas avancer, hein. Votre mère, votre père,
X, Y, Z, nanana, a fait ses choix, a vécu son histoire avec ses propres blessures. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à trahir le malheur de vos ancêtres pour enfin honorer votre propre relation de couple? Parce que c'est ça le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire finalement à tous les autres. Ce n'est pas de répéter leur souffrance, la souffrance des autres, par solidarité. C'est de guérir, quelles que soient les situations, de ce que les autres n'ont pas su guérir. Et d'autoriser le bonheur pour les générations suivantes, exactement ce que j'ai fait avec mes enfants. Mais même si c'est difficile pour moi, allez-y, rigolez, montrez-moi que vous êtes hyper heureux. C'est hyper important. Dernier saboteur, c'est celui qui lui crée le plus de bruit au quotidien. C'est celui qui vous fait souffler le plus d'agacement le soir sur le canapé. Les attentes. Alors, ceux qui me connaissent, je travaille énormément sur les attentes. Il y a une formule mathématique pour les attentes. Frustration égale attente moins réalité. Je la répète celle-là. Frustration égale attente moins réalité. Le problème, c'est pas la réalité. Ce que votre conjoint, votre partenaire, fait ou ne fait pas. Le problème, c'est l'écart entre cette réalité et le scénario idéal que vous aviez décrit dans votre tête. Moi, j'adore ça, hein, l'idéalisation. Alors, quand je rentre fatiguée, désolé, on va reprendre l'exemple avec les messieurs, c'est plus facile pour moi, ils devraient me proposer de gérer le repas ou les enfants. Ça, c'est ce que vous vous dites dans votre tête, hein. Le souci, c'est que l'autre, un, on va rassurer messieurs, mesdames, c'est que c'est pas Dieu, il sait pas lire dans votre tête. Voilà, ça c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que lui, il a jamais marqué noir sur blanc que quand vous allez rentrer fatigué, il va gérer le repas ou gérer les enfants H20, enfin, H24, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez être fatigué, et puis il a pas signé un contrat en supposant que vous êtes fatigué, quoi. Il n'en a même pas connaissance la plupart du temps. Pourtant, quand il va pas respecter les clauses de ce contrat-là, qui est invisible, ah, vous allez le condamner. Bam! Vous allez lui faire payer une faute qu'il ignore avoir commise en plus. Et ce saboteur repose vraiment sur ce qu'on appelle une distorsion cognitive. C'est la lecture de pensée. C'est je pense que, moi j'aime beaucoup plutôt utiliser ça, bah ouais, en fait, mon partenaire, ma partenaire, en fait, c'est Dieu, quoi. Bah non. Et en fait, on a tous et toutes été bercés par un fantasme, une illusion toxique. On pourrait même appeler ça une croyance. Ah, mais si l'autre m'aime vraiment quand on est en couple, il devinerait ce que je veux. Allez, me dites pas qu'il n'y en a pas un ou une d'entre vous qui ne pense pas ça. Il me connaît assez quand même après 20 ans, 30 ans, 10 ans de vie commune. Je devrais pas avoir à demander quand même, c'est quoi ce bordel? On est d'accord? Est-ce que ça vous parle? Non, mais il le sait quand même, hein, qu'on mélange pas la soie avec le jeans et les chaussettes roses des enfants. Je devrais pas avoir à le demander quand même. Je prends du recul. Est-ce que vous demandez à votre collègue de bureau, pour ceux qui travaillent, qu'il devine ce dont vous avez besoin par rapport à une aide sur un dossier? Non, vous faites quoi? Vous lui envoyez un mail, vous lui envoyez un message. Alors pourquoi, avec la personne la plus importante de votre vie, la communication devient soudainement un jeu de devinettes? Surprise party! Je passe la porte, mon conjoint regarde ma tête, il doit tout deviner ce dont j'ai besoin ce soir. Ah merde, il a fait des patates? Ah mais moi j'avais demandé
des légumes verts parce que ce matin, j'ai vu que ma balance, j'avais pris 3 kilos. Il y a un autre exemple, celui du soupir. Alors, on se la refait là. Vous êtes dans le canapé, vous soupirez bien bruyamment. Et pas parce que vous êtes en train de vous détendre, de méditer, hein. Non, non, le truc, votre attente, c'est qu'il vous demande, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as un problème? Tu veux parler? Ça, c'est votre attente, hein. Et la réalité? Non, non, Facebook, Instagram et patati patata. En fait, il continue de regarder la télé, son match de foot, ou il continue de regarder son téléphone. Votre interprétation immédiate, putain, mais en fait, il s'en fout de moi. Bah non, il s'en fout pas. Juste, il a entendu du bruit, mais lui, il n'a pas décodé le signal. Et attendre que votre partenaire, à nouveau, soit Dieu et devine dans vos pensées, c'est un fantasme qui crée à 100% de la frustration. Là, votre problème de couple, hein, c'est pas 50-50, hein, c'est 100% vous qui créez le problème. Et pourquoi ça va être difficile à accepter? Parce que vous projetez votre propre système de valeurs sur l'autre. Vous vous dites, si c'était moi, j'aurais vu que la poubelle déborde. Donc s'il ne le voit pas, c'est qu'il le fait exprès pour m'embêter. Mais c'est faux. S'il ne le voit pas, c'est jamais contre vous. Sauf si vous êtes avec un, exception faite, je vais faire pause, manipulateur, pervers narcissique et patati et qui veut vous détruire. Ça marche. Mais souvent, c'est parce qu'il n'a pas le même logiciel de détection que vous. Votre logiciel à vous va être réglé sur harmonie visuelle, anticipation. Son logiciel, il va être réglé sur efficacité immédiate ou détente. Et du coup, quand vous lui en voulez de ne pas voir ce que vous voyez, c'est comme si un utilisateur d'un Mac s'énervait sur un PC, en fait, parce que les boutons, ils sont pas au même endroit. C'est pas un manque d'amour, c'est une différence de système, de programme. Et un autre point, pour moi, si vous pouvez retenir une deuxième chose aujourd'hui, il n'y a pas la volonté et ça, c'est que votre liberté personnelle, en attendant que l'autre devine, en attendant que l'autre change, vous placez votre bien-être à l'extérieur de vous. Stop. Imaginez que votre humeur, votre joie, votre paix intérieure sont pilotés par une télécommande que vous laissez dans les mains de l'autre. Quand vous êtes dans l'attente, vous, la, la télécommande, vous la prenez, vous la donnez à votre conjoint et vous lui dites, tiens, si tu vides le lave-vaisselle, appuie sur joie. Si tu l'oublies, appuie sur colère. Vous vous rendez compte que c'est hyper violent en fait ce geste pour vous-même. Vous choisissez volontairement, ça c'est le plus dur, mais vous choisissez volontairement d'être impuissante, impuissant. Vous choisissez d'être une victime des circonstances extérieures. Si tu fais ça, je suis heureux, heureuse. Si tu fais pas ça, je suis malheureux, malheureuse. Et tant que votre bonheur dépend de l'action de l'autre, vous êtes en danger émotionnel permanent. Je l'entends très souvent dans bah moi je vais pas faire de travail sur moi, je vais pas me faire accompagner parce que on a des problèmes de couple, alors il faut qu'on traite ça en couple. Donc je fais rien. Et en fait, ça, pour moi, c'est un truc, mais j'aimerais me battre, et je crois que je me battrai encore pendant des années. Stop! Il y a des problèmes de couple, votre partenaire veut faire le travail en couple, génial. Il veut pas, génial. Vous allez travailler sur toute la partie où c'est plus lui ou elle qui a la télécommande. Reprendre votre pouvoir, c'est récupérer la télécommande. C'est dire, donc dans l'exemple, dans votre couple avec votre partenaire, j'ai besoin d'aide, je te le demande clairement, et si tu ne peux pas, je gère mon émotion, je ne te laisse pas le pouvoir de gâcher ma soirée. Est-ce que c'est clair pour tous ces concepts?
Est-ce que ça vous parle? Donc, s'il y a des questions, vous les gardez. Je reste encore un petit peu avec vous. Euh, je fais un petit récapitulatif et je réponds à vos questions. Donc là, s'il y a des petites questions qui viennent, n'hésitez pas, je vais prendre le temps aussi. Donc là, aujourd'hui, ce soir, j'ai vraiment traversé beaucoup de concepts. Et l'idée, c'est que vous puissiez prendre un instant après cette conférence pour regarder tout le schéma complet qui va se jouer dans votre couple, dans vos difficultés, dans le fait de vouloir partir ou rester, dans le fait de vouloir retrouver la complicité. Jusqu'à aujourd'hui, en général, votre stratégie était basée sur la volonté. Vous pensez que pour que ça marche, il fallait faire des efforts, prendre sur soi, maintenir le couvercle fermé sur la marmite. Et nous avons vu que c'était une impasse vraiment biologique. Votre batterie se vide, l'explosion est inévitable. Retrouver un souffle, c'était faire des efforts, prendre de bonnes résolutions en ce début d'année. Cette année, on ne se dispute plus, hein. Cette année, je prends sur moi. Et aujourd'hui, vous avez, j'espère en tout cas, compris que ce sont des fausses résolutions. Ce sont des mensonges que vous vous racontez parce qu'elles reposent sur la volonté et qu'elles ne s'attaquent pas, qu'elles ne s'attaquent, pardon, qu'au couvercle de la marmite et pas au feu. Donc, si vous voulez bouger quoi que ce soit dans votre relation, avec de la volonté, ça ne fonctionne pas. Si vous allez retenir votre respiration jusqu'à l'explosion. Et du coup, vous avez aussi pu comprendre pourquoi ça boue à l'intérieur. C'est pas à cause de votre mari, de votre femme, des chaussettes, du silence, du téléphone. C'est le feu sous la marmite qui va être alimenté par les trois programmes saboteurs. Vos croyances, vos loyautés, vos attentes. Et tant que vous essayez de changer votre couple, votre partenaire en agissant sur l'extérieur, le comportement, le couvercle, tout en laissant ces programmes fonctionner, vous allez nager à contre-courant, vous allez vous épuiser. Là, j'ai vraiment merci pour toutes ceux et celles qui écrivent aussi dans le chat que, en effet, vous vivez, vous avez vécu, vous vivez peut-être encore cet épuisement, c'est énergivore. Donc la bonne nouvelle, et ça ce qui est chouette, c'est que ces programmes ne vous définissent pas. Les croyances, les loyautés, les attentes, ça ne vous définit pas. Ce sont des réglages qui sont faits par défaut, mais un réglage, ça se change. Et du coup, vous n'êtes pas condamné à répéter l'histoire, vos blessures, à n'importe quel âge que vous avez, n'importe lequel. Moi, j'ai accompagné des gens jusqu'à, je crois que ma cliente, 86 ans. Et on a fait un boulot extraordinaire. C'était un truc de fou. Donc, à n'importe quel âge, on peut travailler tout ça. Et ce travail d'identification des croyances, des loyautés, des attentes, ça demande du courage. Et moi, franchement, tous ceux qui bossent un petit peu sur eux, et même vous qui êtes là à avoir écouté la conférence, mais félicitez-vous. Et je suis vraiment touchée, même ceux qui réécoutent en rediffusion. Et si tout ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne en vous, vous sentez que vous tournez en rond dans certains des schémas, mais en fait, vous n'êtes pas seul. Je veux aussi vous rassurer. Et si vous désirez comprendre ce qui se passe dans cette relation, à quel niveau, que vous voulez sortir de ça, vous voulez ressentir de l'apaisement dans votre relation ou dans vos relations, c'est possible. Vous pouvez poser de nouvelles bases dans votre couple. Et c'est peut-être justement le moment de là de vous faire aider, pour voir ce que vous ne voyez pas, pour sortir de ce pilote automatique. Et du coup, moi, je vous propose de ne pas rester seul avec cette volonté. Sachez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ou qui ne me connaissent pas plutôt, pardon, ça fait quand même 15 ans que j'accompagne les hommes, les femmes et les couples à apprendre à mieux se comprendre, à mieux identifier les dynamiques relationnelles, à poser des mots sur des comportements et surtout à apporter plus de paix. J'ai réalisé plus de 10 000 heures de séances, j'ai accompagné plus de 3 000 personnes depuis 15 ans. Et donc, c'est dans cette expertise poussée, dans mes recherches, mes formations, ma capacité à identifier très rapidement où sont les racines de vos difficultés, que on va aller voir où ça se joue en fait dans vos relations. Et c'est grâce à cette expérience aujourd'hui que j'ai créé une méthode d'accompagnement puissante,
rapide, pour penser surtout à vous rendre autonome. Ça, c'est mon dada. Et comme vous l'aurez compris, chaque personne est unique, chaque dynamique relationnelle est unique, et donc il vous faut une approche sur mesure. C'est pour ça que j'ai créé plusieurs formules qui va s'adapter à chacun, que vous soyez seul, que vous soyez à deux à faire le cheminement. Et donc la première étape pour que je puisse vous accompagner, c'est de comprendre votre besoin unique. Vous êtes tous différents. Et c'est pour ça que j'ai Mélanie, ma coach, ma collaboratrice, qui va être là pour vous guider. Elle ouvre son agenda pour vous la semaine prochaine. Il y a la possibilité de réserver un appel. Et nous, on a décidé de vraiment collaborer ensemble pour vous offrir, puisque c'est vraiment un échange qui est offert, un espace, un temps d'écoute pour mieux vous comprendre. Vous allez passer 30 à 45 minutes avec elle. Elle va vous écouter, elle va comprendre votre situation, elle va vous expliquer ma méthode, puis elle va vous orienter vers la formule la plus adaptée à votre besoin. Parce qu'en fait, j'en suis sûre, hein, il y a une formule pour vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un rendez-vous. Je vous mets dans le chat à nouveau son agenda. Réservez votre appel dès ce soir. Elle a ouvert son agenda pour la semaine prochaine. Le nombre de places est limité, hein. Je les ai comptés avant. Elle n'a pas un agenda non plus qui est extensible, donc ne traînez pas. La rediffusion est envoyée à plus de 500 personnes dès demain midi. Donc si vous, là, vous sentez que vous avez bougé, qu'il y a un truc, là, vous traînez pas, vous y allez, vous réservez votre appel. C'est un appel qui est offert. D'accord? Par contre, ça va vous permettre vraiment de voir qu'est-ce que je peux vous proposer. Pour ceux qui sont en rediffusion, c'est sous la vidéo. Et donc, vraiment, si vous êtes reconnu, si vous voulez apporter du changement, réservez votre appel. Vous le notez dans votre agenda une fois que vous avez fixé l'appel. Vous vérifiez dans les spams. Et si jamais vous avez ses coordonnées, contactez-la. D'accord? Vous pouvez lui envoyer un petit message sur WhatsApp, un mail. Je vous mets toutes les coordonnées sur la page. Donc, vous le faites. Donc, nous, vraiment, on est là toutes les deux. C'est moi qui vais vous accompagner en séance ou dans les programmes, mais Mélanie, elle est là aussi pour vraiment vous aider à trouver la meilleure solution pour vous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous l'offrir. Donc, prenez rendez-vous maintenant dans son agenda. Alors, on arrive au terme de ce moment passé ensemble. Je vais parcourir l'ensemble des questions que vous m'avez posées. Et avant, rappelez-vous votre intention du départ, là, ceux qui étaient là dès le départ, je leur ai demandé un petit peu avec quoi ils voulaient repartir de la conférence, s'ils avaient pris des résolutions, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait un premier pas aujourd'hui? Est-ce que, il reste des questions? Allez-y, moi j'ai déjà des questions, donc je vais prendre le temps de les lire et je vous laisse un peu le temps à la fois de réserver votre appel et à la fois de me poser vos questions. Oui, pour les rediffusions, euh, oui, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui loupent aussi, pour ceux qui ont des jeunes enfants, le début. Et même moi, je laisse mes enfants avec le papa pour gérer, donner la conférence. Mais après, c'est vrai que ça fait toujours trop tard. Donc, c'est pas simple. Merci. Alors déjà, il y a beaucoup de remerciements. Je vous laisse un petit peu me poser des questions. Il y a pas mal de gens hein, qui vous vous reconnaissez hein, dans le côté énergiseur, dans le côté épuisement. Je lis un partage. Merci pour le partage. Tu vas te reconnaître. On peut, comme tu as dit, on peut enclencher un changement dans le couple, même si on travaille en solo. Ça, c'est, je vous jure, 100% des personnes qui ont fait un travail en solo avec moi, ils ont vu des choses changer. Et attention, comme je le dis toujours, on voit le changement pas dans le résultat, ça c'est des attentes, mais dans la dynamique relationnelle, il y a du changement qui se met en place. Mais comment se détacher, voire accepter, la réponse elle est déjà là, sa façon de faire et ces mots qui me rendent l'unique responsable de problèmes qu'il ne sait même pas expliquer.
Alors, je vais déjà rester sur cette phrase-là. Ça marche? Là, moi, je me poserais un petit peu déjà la question, est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités? Va voir dans tout ton système de croyances de loyauté, c'est quoi prendre ses responsabilités dans un couple pour une femme, puisque tu es une femme qui pose la question. C'est quoi tout le schéma que toi tu as face à ça, face à une personne qui prend pas ses responsabilités? Je pense pas qu'il faut se détacher. Je pense que si en face tu as quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne voudra pas se remettre en question, parce que plein de choses, tu choisis de rester avec ou pas, hein. C'est pas une question, c'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, c'est pas de se détacher. C'est dur, hein, ce que je dis, mais c'est une réalité. On choisit les personnes, l'autre avec ses qualités et ses défauts. Désolé de briser l'illusion des attentes. Ah merde, l'autre en face sera pas à 100% parfait comme moi j'ai envie de le dessiner. Donc ça se travaille. Ça se travaille dans des sujets que je travaille beaucoup qui s'appellent le partir ou rester. D'accord? Par exemple, ça c'est un des sujets que j'adore travailler. Et c'est pas se faire accompagner pour prendre la décision de partir. C'est aussi se faire accompagner pour prendre la décision de rester dans la paix, dans l'acceptation. Après, quand l'autre, je termine pour moi, c'est une deuxième partie, l'autre me provoque en continu en disant que c'est de ma faute. Alors ça va peut-être piquer encore un peu, mais là je vais commencer moi à dire en tant que Céline, et si on commençait à se libérer d'une relation toxique, à arrêter de nourrir une relation toxique, et si on se posait les bonnes questions sur ce que c'est qu'une relation toxique, et si on apprenait ce qu'est une relation toxique, c'est un sujet que je traite aussi très très fort en accompagnement et j'ai toutes les ressources pour ça. C'est aussi un sujet. Je trouve qu'il serait nécessaire qu'il fasse aussi un réajustement peut-être sur lui, mais il ne fera pas, car il m'a dit maintes et maintes fois qu'il ne fait pas confiance aux psychologues, aux coachs et tout. Et ouais, parce qu'en plus, il y a plein de charlatans, bien sûr. Et il a raison, parce que si dans son système de croyance, se faire accompagner par quelqu'un, c'est lui démonter sa vérité, bah c'est hyper difficile, quoi. Sérieusement, moi je suis en train de vous remettre en question, hein, messieurs, mesdames, tous ceux qui regardent en diffusion, hein, je vous ai balancé plein de trucs là que ah bon, mais je croyais que la volonté ça suffisait pour maigrir ou pour arrêter de fumer. Je suis une vraie emmerdeuse hein, dans le système de croyance de beaucoup de personnes là pour le coup, hein. Bon, je l'assume. Venez bouger les choses avec moi. Donc, quand j'ai quelqu'un en face qui ne croit pas à tout ce qui est de l'ordre de la psychologie et tout, bah, je continue à bosser sur moi. Je continue à poser les bonnes questions. Je me fais accompagner pour aller voir tous les biais qui manquent, pour le coup. Vraiment. Parce qu'il y en a qui n'ont, même si tu as, je te tutoie, mais tu as déjà bossé sur toi, ça se sent, il y a déjà pas mal de choses que tu as vues. Je pense qu'il y a une partie qui n'a pas été vue encore. Soit parce que tu n'étais pas prête, soit parce que, pour le coup, c'est pas que tu avais le mauvais coach ou le mauvais psychologue. C'est juste qu'à un moment donné, on se fait accompagner aussi par les personnes là où c'était bon à un moment juste. Et peut-être que si tu es là avec moi, c'est pour qu'on aille un pas plus loin. Alors là, moi je te dis, vas-y, réserve ton appel. Oh, je t'accompagne avec grand plaisir. Là. Je vois tellement où je peux t'emmener pour aller plus loin. Est-ce que c'est clair? Comme je vois ton visage, du coup, voilà, quand j'ai les caméras ouvertes, je vois, et comme vous n'êtes pas enregistré, super. Alors, je continue un petit peu sur les questions. Euh, Surtout dit dans sa propre tête sans l'exprimer. Bah oui, non mais moi ce soir encore, ou c'est quoi? C'était ce matin ou je sais plus mon fils qui dit à son père, non mais en fait tu te parles tout seul dans ta tête, mais tu te rends pas compte que tu ne dis pas les choses quoi. Mon fils il a 10 ans, hein. Mon conjoint n'est absolument pas dans la psychologie, le coaching, hein. Je peux vous assurer que moi j'explose de rire. Et je regarde mon conjoint, je dis,
Ouais, je pense qu'il y a des fois, tu parles tout seul dans ta tête quand tu as demandé de ranger aux enfants et qu'ils n'ont pas rangé, hein. Mais on te croit, hein, que tu l'as dit tout seul dans ta tête, hein. Donc voilà, je parle de cet exemple-là pour mettre de la légèreté, mais dans le couple, qu'est-ce qu'on ne le fait pas? Bah ouais, hein, l'histoire du panier, bah t'as pas vu qu'il fallait débarrasser le panier? Bah non. T'as pas vu que la machine à laver était finie? Bah non. Voilà. Mais je te l'ai dit? Bah non. Bref. Alors, comment vous vous sentez là en ces fins? Je suis en train de reparcourir ces les questions. Écrivez-les moi, hein, si vous les voyez. Euh, Je regarde juste si j'ai bien répondu à toutes les questions. J'en ai encore deux, trois là, mais je remonte d'abord dans le chat. Pour moi, c'est hop là. Donc les résolutions, c'est bon? Vous les jetez à la poubelle? On est d'accord? Vous me travaillez sur le fond, hein. Euh, le jugement, ça j'ai répondu par rapport aux croyances. Si, j'espère que c'était clair. Si c'est pas, faut pas hésiter. Je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites, mais oui. Merci pour la diffusion, ça c'est bon. Le mot apaisant est tellement vrai sans j'ai raison. Ah ouais, ah ouais. En fait, moi j'adore, je veux juste rebondir là-dessus, hein, mais vous savez quoi, vous avez tous raison. Vos conjoints, vos conjointes, vos femmes ont toutes raison et vous avez tous tort et ils ont tous tort. En fait, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. C'est jamais le vrai problème. Ça, c'est vraiment un message aussi, si je peux le faire passer, c'est vraiment très chouette. Je pense que mon fonctionnement est d'aller chercher ce qui ne va pas, spécialement quand je perds mon autonomie. Y a-t-il un moyen de déprogrammer son fonctionnement? Ouais. Alors, ça va rejoindre une autre question que j'ai eue en privé. Pour moi, derrière le système de croyance, de loyauté, vous l'avez bien vu, ou d'attente, en fait, il y a des peurs. Il faut aller les bosser. Il faut aller les bosser. Donc après, on a plein d'outils. Moi, j'ai plein d'outils pour travailler sur les peurs. Mais en fait, il faut aller identifier les peurs. Mais c'est pas juste la première peur, c'est la peur derrière la peur, derrière la peur, derrière la peur. Donc c'est un vrai boulot d'identification. Mais en fait, voilà, il y a une peur. Moi, par exemple, je vous reprends un exemple de ce que j'ai eu ce matin. Non, c'était hier. Comme j'étais en train de vous préparer cette conférence, je suis allée travailler sur les résolutions, la volonté et tout. Puis j'ai vu mon fameux tapis de course. Mon tapis de course qui n'a pas servi depuis 3 mois parce que j'ai eu trop haut, mon corps était pas bien. Je l'ai regardé, je dis, mais en fait, si je m'y remets là, mais non, en fait, j'ai peur de quoi? Et je me suis aperçue que j'avais peur de me faire mal. Et donc, si je me fais mal, j'ai peur de... Et bon, je vous explique même pas tout ce qui s'est passé dans ma tête, hein, parce que voilà, hein, même si j'ai bossé sur moi, j'ai aussi tous mes schémas. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est derrière ça, c'est qu'elles sont aussi toutes les peurs. Donc, quand je vous dis, on a vu trois saboteurs invisibles, mais les peurs vont en faire partie également. Je me reconnais dans tout ce que vous avez dit et je me rends compte que sans le vouloir, souvent, je crée le problème. Eh, alors là, moi, je t'applaudis, je te reconnais. Parce que juste que tu repartes, voilà, moi c'est bon, tu m'as fait ma soirée. Juste qu'il y ait une personne qui repart avec je comprends que je crée le problème, c'est magnifique. Moi, on a fait déjà 60% du job. Je pense que malgré tout, on devrait faire une thérapie à deux. Bon, là, on est redescendu hein, dans mes espoirs par rapport à ce que j'ai partagé. Non, je t'explique, hein. Mais car je pense que s'il ne comprend pas vraiment mes réactions en sachant que cela vient sans doute déjà de mon enfance, ok, je refais. Je pense que malgré tout, on devrait faire une thérapie à deux, car je pense qu'il ne comprend pas vraiment mes réactions, en sachant que cela vient sans doute de mon enfance. Mais ouais, parce qu'en fait, ton partenaire n'est pas le thérapeute. Moi, tu vas venir me parler à moi, bien évidemment, que je vais comprendre. Je suis dans cette posture, c'est mon job. Mais si vous êtes, par exemple, je repense à un couple que j'accompagne, où le mari, il est analyste financier, en fait, son boulot, c'est que d'analyser des chiffres et en fait, ça doit être rationnel, logique ou quoi que ce soit. Mais en fait,
tout ce que tu vis à l'intérieur de toi, tout ton monde intérieur, tes blessures, ton enfance, il n'y a rien, c'est pas mathématique, hein, c'est pas une suite logique. Pourquoi une personne qui a été, par exemple, abandonnée par sa mère ne va pas vivre la même expérience qu'une autre qui est aussi abandonnée par sa mère? Par contre, un et un, quand ça fait deux, ça fera toujours deux. Ça, c'est logique, mais le derrière, c'est pas logique. Donc, il y a plein de choses que déjà tu peux faire. C'est déjà justement travailler la thérapie déjà sur toi pour comprendre toi tes réactions, pour travailler sur tes réactions, pour justement que tes réactions ne soient pas un pilote automatique. Si déjà tes réactions ne sont plus un pilote automatique malgré l'enfance que tu as eue, mais en fait tu vas pouvoir lui partager dans des moments d'échange et banana que toi tu vas installer. Mais il y a un moment donné, ça aussi je le partage beaucoup, ne vous laissez pas, alors je le dis comme un ordre, mais c'est pas un ordre, mais votre passé ne vous détermine pas. S'il vous plaît, j'ai eu un passé pourri, hein, mais ça ne me détermine pas. C'est vraiment important, même si tu as, puisque la conclusion c'est j'ai grandi dans les conflits familiaux depuis toujours, j'ai grandi avec une mère qui s'occupait pas de moi, qui était dépressive. Bon, bah aujourd'hui j'ai pété tous les schémas. Oui, j'ai travaillé sur moi. Et j'ai pas travaillé en thérapie de couple avec ma mère, hein. Si je peux me permettre de te prendre un parallèle. Même si les réactions venaient du fait qu'elle ne me comprenait pas, j'ai pas travaillé en thérapie de relation avec ma mère. Il y a des trucs qui se font comme ça hein, pour les enfants, les ados, et je trouve ça très bien. Mais en fait, on peut aussi le faire indépendamment. Voilà, j'espère que ça t'aide à pour au moins entreprendre la première étape. Après, s'il veut venir à deux faire le travail, c'est encore mieux. Mais moi, il y a peut-être un moment donné où je dirais, eh, vas-y, viens, travaille quand même en partie là-dessus. Et ça ne veut pas dire que c'est toi le problème. Ça veut dire que tu peux reprendre aussi la télécommande dans tes mains. Réécoute cette partie sur la télécommande. Alors, j'ai une autre question. Merci pour vos mots, ça me donne vraiment envie de faire un travail sur moi. Prends un appel avec Mélanie. Vas-y, regarde vraiment tout ce que je peux te proposer. Prends un appel avec Mélanie et ne traîne pas. Fais-le maintenant. Je cherche à remplacer mes croyances, mes suppositions par tous ces gestes démonstratifs qu'il me donne. Donc je cherche à changer ma vision, mais je demeure frustrée. Que puis-je faire pour changer ma vision? Travailler ses peurs, travailler ses attentes. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la frustration, vous vous rappelez, frustration égale attente moins réalité. Donc même si l'autre en face a des gestes démonstratifs, pour l'instant, si les lunettes ne sont pas changées, si les croyances, la loyauté n'est pas changée, même s'il est démonstratif, mais que je ne travaille pas ma croyance que tous les hommes ne pensent qu'à eux, ben en fait, je ne changerai pas ma vision. Donc il faut bosser sur soi. Quand des croyances sont aussi profondes, par exemple, un couple, ça ne dure pas, ni l'amour. Comment on peut s'en sortir? De nouveau, en fait, c'est sûr qu'à chaque fois, ça va être réveillé. Donc les croyances, là, on a déjà fait 1h30 ensemble, donc je ne vais pas pouvoir les rentrer dans les détails de comment ça se travaille. Ça se travaille, il y a différents angles d'attaque. Mais il faut le travailler en voulant, pour moi déjà, c'est en voulant changer, en prenant conscience et en sortant du mode pilote automatique. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir des attentes et de vouloir sauver notre couple, effectivement, car nous partons sur une séparation où chacun des deux serait malheureux. Et puis, j'ai cette impression de revivre des expériences de non-engagement dans le couple. Répétition, avec lui comme avec d'autres partenaires. Quel travail je dois faire sur ce versant? Euh, pour moi, c'est de changer vraiment l'énergie de la relation. Euh, avoir des attentes et vouloir sauver son couple, pour moi, c'est deux choses différentes. La volonté, on en a parlé tout à l'heure, de sauver son couple, il y a un moment donné, ça va s'épuiser. Soit je choisis de changer
tous les programmes, tous les trucs internes qui fait que dans la relation, je vais venir avec une autre attitude, une autre énergie qui est bonne pour moi, que je fais à partir de la paix, soit je garde mes attentes en fait. Donc, et si on n'arrive pas à identifier ces attentes, c'est là où moi, enfin voilà, vraiment, bossons un tout petit peu déjà ensemble. Et moi, je vais vous les voir, hein, vos attentes, hein. Moi, sur une situation, j'adore. Enfin, et pam, je vous en sors cinq en une situation, hein. Et en fait, à partir de là, vous faites le boulot, en fait. Donc, et surtout, partez du principe que même, quelles que soient les difficultés que vous vivez aujourd'hui, pardon, euh, chaque difficulté est une occasion d'en apprendre plus sur vous à nouveau, quoi. Ou sur votre partenaire et ou sur vous dans cette situation. Donc, tous les jours, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui peut s'installer. Donc, j'ai aussi envie de vous donner beaucoup d'espoir, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir enchaîner l'autre au radiateur s'il veut vous quitter. Non, tu vas rester au radiateur, tu vas pas me quitter. Non. Par contre, peut-être que vous allez proposer autre chose, peut-être que vous allez le reconquérir. Enfin bref, il y a plein de choses à faire en fait. Donc il faut vraiment, pour ça, bah oui, se poser, peut-être se faire accompagner, hein. Il y a un moment donné, moi je voyais pas hein, tous mes mécanismes toute seule hein, quand j'ai commencé. Moi j'ai travaillé, donc comme ça fait 15 ans que je suis thérapeute, 3 ans de formation, moi ça fait 20 ans que j'ai commencé à bosser sur moi. Donc je vais avoir 44 ans, j'ai commencé ouais, à 25 ans à bosser sur moi, en étant accompagnée en thérapie. Bah oui, bien évidemment qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile, je vois un peu plus mes patterns, mais ça m'empêche pas d'avoir encore des croyances que je vois bien ou des peurs qui sont là. Bah, c'est pas grave, je continue à les bosser. Le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, hein. C'est un non négociable. Donc laissez aussi votre partenaire avancer à son rythme, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est pour les personnes qui ont des conjoints qui n'avancent pas. Si vous avez envie d'accepter qu'il avance à son rythme, même si son rythme c'est un pas tous les 10 ans, si vous le choisissez de l'accepter, faites-le. Ça marche? Donc, moi je vous rappelle, réservez un appel avec Mélanie. Je pense qu'il reste encore quelques créneaux là, hein. Donc, voilà, il en reste encore un tout petit peu, même si je vois que il y en a déjà quelques-uns qui ont été pris. Donc, la semaine prochaine, là, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 9 places pour 500 personnes qui vont recevoir la conférence dès demain. Donc, même si vous hésitez un peu, franchement, réservez votre appel. C'est OK. Il n'y a pas d'engagement. Par contre, vous allez bien comprendre comment je peux vous accompagner. Merci à tous d'être restés là jusqu'à cette heure-là. Définitivement, j'arriverai pas à faire des conférences d'une heure. Je vous jure, hein, j'essaye, mais j'aime pas. Je suis bien avec vous et voilà. Si jamais vous avez la moindre question, je suis disponible par mail. Mélanie est disponible par mail. Vraiment, on est disponible. Voilà, donc vous nous envoyez un petit message. Merci vraiment d'être présent aussi hein, à ceux que je connais, que je reconnais et tout, ceux qui vont écouter en rediffusion et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle année. Voilà. Je fais aussi, je n'oublie pas ça. Je vous souhaite une belle année. Prenez soin de vous et vraiment, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le changement vraiment passe aussi par vous, quoi qu'il arrive.